Glissement de terrain, inondations, construction anarchique dans les principales métropoles, les villes du Cameroun étouffent avec, entre autres, leurs expansions démographiques qui arrivent avec le lot d'incidents dramatiques. Urbanisation et habitat au Cameroun, repenser nos villes est le principal thème de cet autre numéro de votre émission Impact sur Africa Renaissance TV. Pour en parler, deux profils avec nous sur le plateau. D'abord, Madame Dorette Fening Mokudjou, environnementaliste sortie de l'université de Yaoundé 1 dans les années 2009. Elle est pétrie d'une grosse expérience de terrain et a été plusieurs fois membre de projets importants. D'abord, du projet d'aménagement du bassin versant de la Benoué en vue de restaurer, conserver et rassurer l'utilisation durable des ressources naturelles. Également du projet Opération Sahel Vert en vue de conserver les sols dégradés de la zone soudano-sahélienne. Et enfin du projet communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves à Yaoundé au Cameroun. Second invité sur ce plateau d'Impact, Rodrigue Kwam Wakam, urbaniste titulaire d'un Master 2 professionnel en géographie à l'Université de Franche-Comté dans la spécialité aménagement, environnement et développement. Il travaille lui également sur plusieurs projets d'envergure. Depuis 2024, il est chef de mission dans le cadre de l'étude en vue de la création d'un pôle de développement urbain dans les zones Masumbu Divoum sur 4011 hectares avec la Maïtune, une société qu'on connaît très bien au Cameroun. Monsieur, bonjour. Merci d'être là, Rodrigue. Bonjour, Monsieur Tenda. Merci pour l'invitation. Bonjour à vos multiples téléspectateurs et bonjour à ma copanéliste. Merci d'être là et vraiment, j'espère qu'ensemble, nous pourrons décrypter ce thème qui est, ma foi, important. Tout à fait. Pour le développement de notre pays. Alors, je l'ai présenté tout à l'heure. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Romaric Penda. Bonjour à mon copanaliste, Monsieur Wakam Rodrigue. Alors, c'est un plateau trié sur le volet parce que vous, étant spécialiste du domaine global de l'urbanisation, vous, urbaniste, et vous, environnementaliste, on va questionner le système d'urbanisation au Cameroun et naturellement, ressorti de cette émission par certaines perspectives, faut-il repenser ces systèmes d'urbanisation? Alors, c'est la question d'entrée de jeu. Est-ce que ce qui est fait au Cameroun aujourd'hui doit être repensé sur le plan de l'urbanisation, avec tout ce qui se vit déjà et certains éléments que j'ai évoqués en introduction de cette émission? Merci pour la question, M. Tenda. Qu'est-ce que nous pouvons dire en général? Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il est impossible de dire qu'il n'y a pas des choses à faire sur le plan urbanistique. Mais déjà, des choses ont été faites. Oui. Mais comme on dit, la nature, on ne fait jamais rien parfaitement. Ce qui fait que sur les éléments que nous avons vécus depuis quelque temps, déjà liés aux déchets, aux poubelles sur nos artères, il faut comprendre qu'il est très important que nous puissions revoir, peut-être pas repenser, mais essayer de revoir notre urbanisation. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Et je pense qu'au cours de cette émission, nous allons parler de fond en comble de ces éléments-là. Donc, je ne pourrais vous dire qu'il est impossible que nous repensions, mais il est important que nous revoyons. Nous revoyons un peu notre urbanisation pour aller à quelque chose qui serait beaucoup mieux déjà pour nos populations, pour les populations et pour notre cadre de vie. Alors, Dorette, est-ce que selon vous, il faut, comme le dit Rodrigue, revoir ce système d'urbanisation? En ce qui me concerne, je pense qu'il faut repenser de manière globale le système d'urbanisation, ceci du point de vue environnemental, puisque j'interviens là en tant qu'environnementaliste. Déjà, si on va au niveau de la typologie, n'est-ce pas, des paysages, vous savez, lorsqu'on parle d'urbanisation, on voit d'abord la ville, l'extension, n'est-ce pas, des villes, on voit la population, et nous savons que dans notre pays, plus la population grandit, plus, n'est-ce pas, elle produit des déchets. Et nous voyons en réalité qu'il y a un véritable problème, n'est-ce pas, environnemental, et beaucoup plus au niveau même de la conscience environnementale qui n'existe, ça je préfère utiliser le terme, il n'existe pas, ou alors de manière embryonnaire, de conscience environnementale dans d'autres pays. Donc, pour moi, il est question peut-être
je pourrais peut-être le dire à la sortie de cette émission, parce que si je me mets déjà à aller de fond en comble dans le sujet, Oui. je crois qu'il n'y aura plus rien à dire, n'est-ce pas? Il faut d'abord questionner cela sur le plan technique. Tout à fait, tout à fait. Alors, mais pourquoi, d'après vous, ce qui est pensé actuellement au Cameroun comme système d'urbanisation ne marche pas? Déjà, qu'est-ce qui est fait actuellement sur le terrain et pourquoi ça ne fonctionne pas? Je vais vous dire avec force et vigueur, parce que je suis un homme de terrain. Comme vous avez pu le constater, je suis un homme de terrain. J'ai parcouru, pour ne pas me tromper, au moins les 10 régions du Cameroun. Oui. Je sais exactement ce qui se passe, ce qui s'y passe. Et je peux vous dire que, en réalité, beaucoup de choses sont faites. Vous voyez, mais concrètement, beaucoup de choses sont faites, même sur le plan, que ce soit sur le plan institutionnel que technique. Décrivez-nous un peu cela, Rodrigue. On aimerait bien comprendre avec les internautes et téléspectateurs. Quand je vous dis beaucoup de choses sont faites, allons sur le plan institutionnel. Si je vous dis aujourd'hui que la plupart des communes d'arrondissement ou communautés urbaines disposent d'un document de planification urbaine. Toutes les communes, oui. Je peux me tromper, mais toutes les communes disposent d'un document de planification urbaine. Quand on parle de document de planification urbaine ici, c'est un peu comme une bible de chevet. Tout à fait. Pour le maire ou le super maire ou tous ceux qui naviguent autour de la collectivité territoriale décentralisée. Toutes ces communes-là disposent d'un document spécifique qui leur donne la démarche ou la marche à suivre pour développer aussi bien leur ville que leur territoire de commandement. Le problème actuellement réside sur le fait que déjà l'urbanisme est un peu politique et surtout social. Oui. Cependant, la politique prime. La politique prime parce que, ayant déjà un document comme celui-là, comme le document de planification, un maire aujourd'hui qui se concentre sur quoi? Sur son électorat. Oui. On est d'accord là-dessus. Un maire va se concentrer sur son électorat. Je prends un exemple simple pour que tous nos téléspectateurs puissent comprendre. Vous voyez, si dans un document de planification, on a programmé des investissements sur le court, le moyen et le long terme. Sur le court terme, on a programmé la création d'une voie qui permet d'ouvrir une piste cacaoyère dans une commune. Et que le maire qui a été élu vient et se rend compte que son électorat à lui a besoin, je ne sais pas, d'un terrain, non, pas d'un terrain de football ou je ne sais pas, d'un investissement particulier. Oui. Vous vous rendez compte que tout ce qui a été mis dans le document qui va permettre de développer vraiment de manière logique la commune sera biaisée en respectant le plan qui a été communiqué qui a été défini dans le document, devient biaisé. À un certain moment, dès que le maire se limite à l'électorat, l'électorat c'est toujours la population. Bon, on se dit c'est une partie de la population parce que c'est pas tout le monde qui vote pour une personne. Mais dès que le maire se concentre là-dessus et balaie d'un revers de la main le document qui a été spécifiquement produit pour lui donner la ligne à suivre pour le développement de sa commune, il commence à avoir un problème. Donc le problème de base aujourd'hui, c'est parce que le politique emporte sur l'aspect social, la physique, sur l'aspect technique. Le politique emporte réellement sur l'aspect technique. Ça, il faut se le dire. Ça, c'est vraiment, je pense que tous les techniciens qui me suivent aujourd'hui seront d'accord avec moi que le politique l'emporte. Mais est-ce que finalement, Dorette, ça ne biaise pas, par exemple, les différents plans qui sont conçus pour développer des endroits spécifiques? Est-ce que ces plans-là, en amont, ne vont pas être totalement remis en cause? Parce que si le maire décide de ne pas respecter le plan qui est fait et prioriser plutôt un autre projet qui va plutôt dans le sens de maintenir son électorat, est-ce que ça ne remet pas en question tout le système de planification pour chaque zone? Oui, justement, M. Tenda, il est question, comme vous le dites, ça remet véritablement en question, d'où, en réalité, les questions. C'est vrai que mon confrère tout à l'heure a parlé de revoir, peut-être d'une autre façon repenser, parce qu'en réalité, on se rend compte que je suis d'avis avec lui lorsqu'il parle beaucoup plus du fait que le politique emporte sur le social. Ça, c'est une vérité. On se rend compte au quotidien que c'est beaucoup plus l'ego de
vous allez m'excuser, hein, l'ego de nos maires qui prime, n'est-ce pas, sur l'attitude prioritaire, n'est-ce pas, des populations. Ça veut dire, en réalité, il est question, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des documents. L'institutionnel est là, c'est-à-dire qu'il y a véritablement des documents, que ce soit le schéma directeur et autres, des plans d'aménagement du territoire, il y en a, mais cependant, ce qui est fait sur le terrain n'est pas, c'est-à-dire ne respecte même pas de manière officielle ce qui devrait être fait. Alors, Rodrigue, est-ce que quand on regarde le positionnement des domiciles aujourd'hui, des maisons, les plans de construction et autres, on se rend compte qu'il existe au Cameroun beaucoup de bidonvilles, beaucoup d'espaces occupés par des populations qui recherchent désespérément un toit. Est-ce que ce n'est pas cela qui donne de prime abord à nos villes un visage vraiment insalubre? C'est exactement cela qui donne à nos villes ce visage insalubre que nous voyons. C'est exactement cela, et c'est à une cause profonde. Oui. L'une des causes profondes, ça découle de la crise économique des années 80. Vous savez, dans les années 80, on entrait à peine dans comment vous appelez ça, les politiciens appellent ça, on entrait dans l'indépendance. On sortait de l'indépendance. Les indépendances, oui. Et les années 80, c'est aussi une année où il y a eu un grand boom économique, aussi bien en général dans le monde entier qu'au Cameroun en particulier. Ce qui fait que pendant ces années, il y a eu une grosse crise sociale, ce qui a créé donc une exode rural accrue. Exode rural accru, tous nos villages se sont vidés pour se retrouver dans nos villes. Oui. Et vous voyez, en général, nos villes étaient constituées d'un noyau. Un noyau central, je vais prendre l'exemple de Yaoundé, un noyau central qui était où nous pouvons retrouver la plupart de nos institutions, c'est-à-dire la primature, les ministères, le MINDU, le TP, tout ça. C'était ce noyau-là d'abord. Oui. Ensuite, après, nous avions un deuxième noyau. Un deuxième noyau qui était constitué des quartiers où les administrateurs habitaient, le lac et là où il y a l'ambassade de France et tout ça. Ça, c'était le deuxième noyau. Au Lézois. Oui. Ensuite, on a eu un troisième noyau. Le troisième noyau, vous allez voir que nous avons les quartiers comme Loncac, nous avons les quartiers comme Vogada qui ont évolué de manière anarchique, complètement anarchique. Ceci dû à quoi? L'exode rural. L'exode rural, les gens sont venus en masse dans les années 80 dans la ville et chacun devait trouver un petit espace où il fallait s'installer. Et mis à part cet exode rural, nous avons aussi la population la démographie qui est galopante. Il faut le dire, elle est vraiment galopante. Et je vais toujours revenir à mon aspect d'homme de terrain pour vous dire que sur le terrain, beaucoup de choses sont aussi faites. Oui. Sont aussi faites pour essayer d'apporter une solution à ce problème de bidonville. Parce que depuis les années 2013-2014, il y a des études qui ont été menées, aussi bien dans la ville de Yaoundé, Douala ou dans les plus grandes métropoles, pour essayer de définir les quartiers, les bidonvilles qu'on appelait à l'époque les quartiers sous-structurés. Oui. Vous voyez. Et des études aussi ont été menées pour définir comment ces quartiers auraient pu être réaménagés. Mais je vais vous dire, et pour ça, c'est pour vous surprendre encore, M. Tenda, c'est que la population en elle-même n'est pas facile dans ce travail. La population n'est pas facile. Mais quand vous accusez la population, est-ce qu'on ne peut pas plutôt pointer un doigt accusateur sur l'État? Parce qu'aujourd'hui, quand vous côtoyez des personnes qui excellent dans le domaine de l'immobilier, on a comme l'impression que l'État fuit ses responsabilités sur un certain nombre de dossiers. On a des aménageurs qui arrivent aujourd'hui avec des plans, qui lotissent pratiquement des quartiers sur des dizaines et des centaines d'hectares. Et généralement, les maisons sont construites sans respecter les plans réels. Est-ce que à ce niveau, l'État n'a pas démissionné? Ça, c'est une très belle question. Oui. Parce que ça me permet d'embrayer sur beaucoup d'éléments qui vont peut-être aider nos téléspectateurs. L'État, en fait, les fautes sont partagées. Oui. Commençons par là. Les fautes sont clairement partagées. L'État a sa part de fautes. Pourquoi? Parce que l'État a mis sur pied... Je ne vais pas commencer. Je vais dire, l'État a mis sur pied certains éléments ou bien certaines... comment on va dire, certains éléments, certaines mesures pour contrecarrer ce type de construction-là. C'est pour ça que tantôt je vous parlais des études qui ont été faites dans les différents quartiers de Yaoundé, en l'occurrence
pense. Vogada, oui. nous Loncag. avons Vogada, Loncag, nous avons briqueterie et tout. Mais quand je parlais d'abord de l'aspect population, de l'incivisme des populations, moi qui vous parle, j'ai fait partie d'une équipe qui a mené une étude de restructuration dans ces quartiers-là. Si je vous dis, je vous le dis à mon vision aujourd'hui, nous on a failli être lynchés. Tout juste parce qu'on a présenté le bienfait de ce qu'on allait présenter, de ce qu'on allait faire dans le quartier et montrer aux populations que ce projet allait améliorer les conditions de vie des populations. Mais on a failli être lynché ce jour-là. Mais la question principale... C'est l'État. Oui. L'État. Maintenant, l'État, la faute de l'État, c'est qu'il y a un manque de suivi. Le suivi, l'État a fui ses responsabilités au niveau du suivi. Pourquoi? Parce que nous avons la loi, l'État a défini en 2004 une loi portant code de l'urbanisme, avec un décret de 2008 portant aménagement foncier en 2008. Vous comprenez que tout sur le plan institutionnel était déjà fait pour que l'État puisse suivre réellement ses responsabilités. Oui. Mais malheureusement, il y a eu des égards à un certain moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs quartiers qui sont en train d'être lotis de la plus mauvaise des manières, vous voyez, parce que l'État n'a pas vraiment pu prendre ses responsabilités en main. Mais on ne va pas, on va nuancer. On va nuancer en disant que l'État a fui ses responsabilités, mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Alors tout à l'heure, j'ai vu Dorette qui était en train de sourire. Comment comprendre, Dorette, que, comme il expliquait tout à l'heure, les populations ont failli les lyncher quand ils sont venus leur présenter le projet d'aménagement de l'espace ou alors de réaménagement de l'espace. Comment comprendre qu'on puisse déjà laisser des personnes s'installer sur ces endroits pendant des années avant de venir leur présenter des projets pareils? Est-ce que ça fait sérieux, ce type de démarche? Ben, vous savez, Monsieur Tenda, les habitudes ont la peau dure. En réalité, au départ, dans le plan ou alors le schéma directeur, n'est-ce pas, il a été dit, il y a des zones vertes, il y a des limitations des zones vertes et où il faille construire. Mais généralement, lorsque le citoyen lambda s'installe, mais l'État vient lui dire, on lui dit qu'ici, on marque une ligne rouge, lui il sait déjà. Mais cependant, oui, voilà, merci, les zones non identificandi, comme mon confrère le dit. Alors lui, il sait déjà, mais cependant, l'État laisse faire, c'est là où en réalité nous pouvons pointer le doigt accusateur sur l'État, parce qu'en réalité, il ne devrait même pas laisser. Parce que lorsque c'est une zone verte, c'est une zone où, à risque, véritablement, nous avions par exemple vu Bankolo dernièrement, nous avons vu le glissement des terrains, voilà. C'est des exemples comme ça où en réalité, l'État ne devrait même pas, si vous étiez sur le terrain, vous deviez voir en réalité, c'est des zones où en réalité la promiscuité, c'est une promiscuité terrible, et où en réalité l'État, ne devrait même pas laisser que les populations, n'est-ce pas, s'y installent. Et deuxièmement, je veux peut-être aller à l'encontre de ce que mon confrère disait tout à l'heure, en lui posant la question, est-ce qu'en réalité, lorsqu'on explique véritablement, est-ce qu'ils avaient véritablement bien expliqué le bien fondé de la réalité, de ce que ce projet devait porter aux populations afin qu'on les a lynchés, parce qu'il y a surtout ça, on peut mal expliquer. On les a pas lynchés, c'était une tentative. Oui, bon, c'est une tentative. Oui, est-ce que en réalité, parce que généralement il y a c'est vrai que je vais pas prendre cette technique d'enquête sur le terrain, mais généralement ce que je vois fait, ce que j'ai souvent fait, c'est le fait que en réalité, avant d'entrer dans un quartier, soit on aborde le chef du quartier, c'est le chef du quartier, n'est-ce pas, qui convoque ces sujets, quitte, n'est-ce pas, à leur expliquer le bienfait du projet. Donc, en réalité,
comme il a dit, les responsabilités sont partagées, Oui. que ce soit du niveau de l'État, que ce soit du citoyen lambda. Mais questionnons, moi je voudrais qu'on reste beaucoup plus sur l'aspect technique, Ouais. parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que s'il faut revoir et repenser le système d'urbanisation, il faut beaucoup plus parler d'aspect technique. Tout à fait. Alors l'autre élément qui attire notre attention, c'est que lorsque vous échangez par exemple avec des aménageurs, ils vous font comprendre que dès qu'ils finissent d'aménager des espaces, la plupart du temps quand les populations commencent à s'installer, il y a premièrement des ventes parfois anarchiques de terrain. Ouais. On vend à des superficies incroyables. Quelqu'un à lui seul peut prendre 5000, 1 hectare à lui seul. Ensuite, il y a l'ouverture des voies, les routes, comment est-ce qu'on les ouvre, comment est-ce qu'on installe l'eau, comment est-ce qu'on installe l'électricité, comment est-ce qu'on permet aux maisons d'être viables dans ces différents quartiers. La plupart du temps, on a comme le sentiment que c'est la responsabilité de l'aménageur qui doit tout financer de ses propres poches. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne limite pas les actions et ça fait que les populations s'installent de manière désordonnée et ça crée tous ces désordres urbains? Je pense que si les aménageurs ont dit cela, ça veut dire qu'ils vivent sur le terrain. Mais en réalité, dans les faits, je pourrais vous rassurer que, je pourrais vous dire, pas vous rassurer parce que me rassurer, ce serait un peu trop. Hein? Je pourrais vous dire que, en principe, dans les lotissements qui se font aujourd'hui, l'État a la charge de créer des infrastructures routières. Tout à fait. C'est la charge de l'État, ce n'est pas la charge de l'aménageur. Tout à fait. Si un aménageur a dit cela, c'est qu'il y a un problème. Oui. C'est qu'il y a un vrai problème dans la circonscription dans laquelle Il excelle, oui. Oui. Ça veut dire que c'est l'État qui a la charge de créer toutes les infrastructures routières. Ça peut être des infrastructures routières, ça peut être des ponts, hein, ou des ouvrages de traversée. Ça, c'est à la charge exclusive de l'État en temps normal. Oui. Maintenant, il peut arriver que l'aménageur le fasse, mais c'est un contrat qu'il aura fait avec l'État, avec l'accord de l'État. Ça veut dire un aménageur peut le faire et se faire rembourser. Tout à fait. C'est comme ça que les choses se passent. Un aménageur, s'il prend sur lui de construire une infrastructure routière ou un pont ou une voie de traversée, là, il aura d'abord un contrat préalable à faire avec l'État, parce que ça, c'est la charge de l'État. Maintenant, les aménageurs aussi ont un problème. C'est que dans les différentes communes ou les villes dans lesquelles nous sommes passés, où on a eu à passer, nous avons expliqué aux populations, parce qu'il y a deux concepts qui sont en train de revenir, qui sont en train d'arriver au Cameroun. Nous avons le concept GIFU, Groupement d'initiatives foncières urbaines. Oui. Ça veut dire que c'est plusieurs propriétaires qui s'associent et puis peuvent permettre à un aménageur d'y investir et de leur donner leur quote-part. Oui. Et ensuite, nous avons la copropriété. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'extension de la ville, nous n'avons pas d'extension en hauteur, nous avons plutôt une extension horizontale. Oui. Et ce qui fait que c'est en train d'occuper un espace que même l'État ne peut pas gérer. Parce que qui dit extension horizontale dit création des nouvelles voies, création des nouveaux équipements, ainsi de suite. Ça, c'est une charge pour l'État. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les aménageurs ont le vent en poupe. Mais malheureusement, il faut le dire. Mais est-ce que finalement, sans vous interrompre, est-ce que finalement on n'est pas dans un désordre total? Bon, on n'est peut-être pas dans un désordre, mais il y a un problème d'organisation. On va dire ça comme ça, il y a un problème d'organisation. Alors moi, je prends le cas par exemple de certains pays comme le Canada, puisqu'on fait beaucoup de promotion d'immigration canadienne au Cameroun. Quand vous écoutez les dirigeants canadiens, ils vous expliquent par exemple qu'ils stoppent le phénomène d'immigration pour quelques moments parce qu'ils souhaitent aménager de nouveaux espaces, construire de nouveaux lotissements, viabiliser de nouveaux espaces pour que les nouveaux migrants arrivent et s'installent. Pourquoi chez nous c'est si compliqué? C'est impossible chez nous, M. Tenda. Pourquoi? C'est impossible parce qu'il faut voir d'abord notre nature, notre nature propre, et c'est notre système de vie qu'il faut remettre en question si on va aller dans ce sens-là. Vous voyez, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de sortir de chez moi, là. Porter, c'est ça qui dit, je vais en ville, vous allez l'en empêcher comment? Et maintenant, des choses sont faites actuellement pour qu'aucun aménageur ne puisse plus produire des lotissements qui ne vont pas qui vont à l'encontre des documents de planification. Certes, il y a des gens qui échappent à la réglementation, mais c'est ce qui est fait parce que la preuve,
quand vous voyez dans les nouveaux quartiers qui naissent aujourd'hui, Oui. vous allez vous rendre compte que malgré tout, toutes les habitations ont un accès direct à la voie publique. Aujourd'hui, les nouveaux quartiers, les nouveaux lotissements, ça c'est une exigence. Oui. C'est une exigence qui est claire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore copier le niveau de vie du Canada pour reproduire au nôtre. Là, nous ne pouvons que Mais nous adapter. nous pouvons quand même faire quelques efforts. Oui, nous pouvons faire des efforts. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Nous pouvons faire des efforts aussi bien de la part de l'État, du gouvernement, que de la part des populations Tout à fait. et des techniciens. Parce que les aménageurs sont d'abord des techniciens aussi. Tout à fait. Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas respecter la réglementation, qui ne respectent pas la loi. Par exemple, si je peux faire un crochet sur l'aspect des déchets. Vous voyez, les déchets en temps normal selon la réglementation, ça devrait être du porte-à-porte. C'est-à-dire, si chaque habitation a un accès à la voie publique, il suffit juste que le camion de Isaac gare et que chacun envoie son paquet de déchets. Oui. Mais actuellement, il y a aussi des aménageurs qui ne prévoient même pas des placettes pour bac à ordures dans leurs différents lotissements. Tout à fait. Parce que vous pouvez rater le jour où le camion passe et vous mettez dans la placette pour bac à ordures, la placette où on va placer le bac à ordures. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne respectent pas cela. Oui. Il y a même des équipements spécifiques que chaque aménageur devait prévoir dans son lotissement. Ce n'est pas fait, vous voyez. Oui. Donc, mais il y a des choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Alors Dorette, comment pousser les populations à aller vers des styles de construction beaucoup plus présentables et beaucoup plus propres? Déjà, pour répondre à ta question, Monsieur Tenda, je dirais que l'État, je vais pointer le doigt sur l'État. Oui. Parce qu'en réalité, c'est l'État qui devrait normaliser, devrait donner la donne, c'est-à-dire que la conduite à tenir aux citoyens. Vous voyez par exemple un quartier comme Santa Barbara, les nouveaux quartiers comme Oja, ils ont leur forme de construction. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une certaine typologie d'habitat qui est respectée dans ces nouveaux quartiers. Quand vous allez du côté de Mylène Mini-Ferme, c'est l'anarchie, autre chose. C'est de l'anarchie totale. Donc vous voyez, c'est l'État, n'est-ce pas, qui devrait en réalité donner une nouvelle donne aux populations qui est à eux de respecter. Vous partagez cet avis? Oui, je partage pleinement cet avis, mais en appuyant aussi que beaucoup de choses sont faites. Mais nos populations ne vont pas toujours dans le sens de ce qu'on aurait voulu qu'ils soient. Mais je pense que c'est une question de sensibilisation à la base. C'est une question de sensibilisation et je vous promets que les sensibilisations sont faites. Là, je parle en tant que technicien. Oui. Et parce que je vais revenir un peu jusque Dorette a dit tantôt, parce qu'elle a dit, quand j'ai parlé de l'histoire, on a failli nous lyncher, toute l'équipe. Elle a parlé là parce qu'il y a des sensibilisations qui avaient été faites à la base, c'est peut-être 2 mois avant. 2 mois avec toutes les forces vives du quartier. On voit un peu. Mais malheureusement, dès qu'on arrive sur les points sensibles qui consistent à dire, bon, on va devoir casser un peu quelques maisons là pour ouvrir la voie, là, ça devient le problème, ça devient un vrai problème. Vous voyez, donc l'État, en fait, dans un pays, c'est l'État qui a force de loi. Tout à fait. Donc c'est l'État qui doit mettre tout en œuvre aujourd'hui et les techniciens accompagneront le processus. L'État doit mettre, parce que tout le processus est là, les textes sont là, mais il manque juste la rigueur pour respecter ces textes-là. Et il manque aussi la volonté de la part des populations. Parce que, disons, nous sommes dans un contexte de pauvreté extrême. Vous voyez, il y a des choses que vous ne pouvez pas demander à certaines personnes. Parce que quand une personne lambda a la chance d'avoir 100 mètres carrés quelque part, vous l'avez demandé, parce que c'est prévu dans les documents de planification urbaine au niveau des règlements d'urbanisme. Il y a des canaux qui sont définis pour les types de construction, les couleurs qui devront être, les reculs par rapport à la voie publique. Mais je vous promets que dès que quelqu'un a 100 mètres carrés, voilà, ça devient difficile. Même si vous voyez sur son mur que la commune est passée, a dit arrêt des travaux ou encore a demandé qu'il passe à la mairie faire déjà les documents relatifs à la construction de son domicile, ça sera impossible. Il va passer la peinture dessus
les choses vont passer comme... Donc il faut la rigueur de la loi aussi, et il faut que les populations accompagnent le processus avec l'aide des techniciens qui sont à côté. Alors l'une des conséquences directes de ce désordre urbain, c'est par exemple l'état de nos villes, Oui. qui sont carrément inondées aujourd'hui par des ordures ménagères. Yaoundé par exemple vient de connaître une crise sans précédent dans ce sens. Alors, comment gère-t-on les déchets dans un système d'urbanisation plus respectable? Dorette. Merci, Monsieur Tenda, pour cette très belle question. Véritablement, je vais dire en tant qu'environnementaliste, c'est vrai, les choses sont faites, mais beaucoup reste encore à faire. Et je pense, pour ma part, le Cameroun a besoin véritablement de beaucoup de sensibilisation. Je le dis par expérience, je le dis parce que, ayant été sur le terrain, ayant vu comment nos populations se comportent sur le terrain, il y a beaucoup à faire dans le contexte environnemental pour que, en réalité, nos villes ne présentent plus des visages tels qu'on a vu sans précédent, de manière lugubre, tels qu'on a vu dernièrement. On va dire l'État, c'est vrai. L'État, c'est vrai, mais également les populations. Il n'y a aucune sensibilisation environnementale, c'est-à-dire que le citoyen lambda, parce qu'en réalité, il est question d'abord d'éduquer nos populations. Oui, mais est-ce qu'on ne revient pas toujours au non, rôle mais, de l'État? oui, justement, il est question d'éduquer nos populations. Mais là, on revient toujours à la responsabilité de l'État. Oui, la responsabilité de l'État. Parce qu'en réalité, si je vais déjà tirer un coup de chapeau à notre ancien maire on l'appelait le super maire, M. Timi Vouna. Et je lui dis merci. Aujourd'hui, merci parce qu'il a fait, il a œuvré. Il a fait beaucoup, malgré tout, il a fait et beaucoup. Et aujourd'hui, quand vous faites 2 mariages, vous connaissez quand même le meilleur. Et aujourd'hui, on peut l'acclamer parce qu'il a fait. Parce qu'en son temps, quand même, on ne pouvait pas voir ce qu'il y a dehors. Et je pense que beaucoup reste à faire. Déjà, je pense qu'il est question, pour ma part, de créer. C'est vrai que dans chaque commune, il y a le volet hygiène, dans chaque commune ou alors dans chaque mairie. D'enregistrement, il y a le volet hygiène et salubrité. Mais j'aurais souhaité qu'on parle beaucoup plus de brigades. De brigades ou alors de police environnementale. Pourquoi? Pour qu'ils jouent le rôle spécifique qu'ils doivent véritablement jouer sur le terrain. Oui. Par rapport, à la sensibilisation, 2, à l'implémentation de tout ce qui est à faire concernant le volet environnemental, 3e, pour la sanction. Je pense, je l'ai dit dans un certain document, il est question au Cameroun d'être dur, je dis bien très dur, parce que nous avons nos mentalités, on la peau dure, il faut être sévère. Et lorsque ça ne marche pas, je l'ai dit précédemment, toutes les communes, n'est-ce pas, ont leur jour de nettoyage. Mais cependant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on entend en réalité par jour de nettoyage? Est-ce qu'on fait véritablement ce nettoyage? Mais être dû vis-à-vis de qui? Des populations? Des populations. D'abord, des populations d'abord. Comment être dû vis-à-vis des populations quand déjà les entreprises en charge de la collecte des ordures ne font pas le travail? Récemment, les autorités camerounaises ont fait une sortie par rapport à la crise sans précédent des ordures au Cameroun, déplorant le manque de moyens pour ces entreprises afin d'être véritablement opérationnelles sur le terrain. Comment sanctionner? Là, c'est déjà déplorable. C'est déplorable parce qu'en réalité, je l'ai souvent dit, ceux en charge, n'est-ce pas, du nettoyage ou alors de la salubrité dans la ville devraient être considérés dans un pays au même titre que l'électricité, que l'eau. C'est-à-dire que ceux-là, on ne devrait pas blaguer avec le salaire de ceux-là qui mettent en réalité nos villes propres. Je veux parler de la société Tikov, par exemple. Je veux parler de la société Isacam qui, à travers le personnel, il y a eu une baisse notoire du personnel d'Isacam. En réalité, on ne devait pas blaguer avec ces personnes. Donc, en réalité,
En amont, on peut d'abord parler de l'État et les questions que l'État mette sur pied une véritable réforme concernant le volet environnemental afin que lorsqu'ils mettront sur pied des nouvelles donnes, des nouvelles directives, que les populations, n'est-ce pas, puissent véritablement s'arrimer sans qu'il y ait un quiproquo quelque part. Alors, on a par exemple, lorsque nous avons réalisé un reportage sur les ordures dans la ville de Yaoundé, et nos chiffres nous donnaient par exemple que pour les entreprises en charge de la collecte, Yaoundé à elle seule produisait, les entreprises devraient produire normalement 1200 tonnes. Oui, mais enfin, 1200 tonnes par jour de collecte, c'est ce qu'ils devraient collecter. Ouais. Mais par contre, la ville à elle seule, aujourd'hui, produit par jour dans les 2400 tonnes d'ordures. Est-ce que ce n'est pas toujours un manque de vision sur le plan de la politique et d'anticipation? Parce que si les entreprises sont censées collecter 1200 tonnes par jour et que la ville produit plus de 2400 tonnes, c'est un problème. Pourquoi on ne pallie pas cela, d'après vous? C'est un problème, c'est vrai, c'est un problème de perspective, c'est un problème de planification. Parce que, comme on l'a dit, ce problème, c'est une conséquence. C'est juste une conséquence. Il y a plusieurs causes qu'on peut voir en amont. Oui. Déjà, la première cause, comme Dorette l'a dit tantôt, les fautes, pour moi, en ce moment, sont encore partagées. C'est-à-dire l'État qui a force de loi, l'État qui a la capacité de gérer ce qui peut être fait sur le plan national. Vous voyez que aujourd'hui, avec tout ce que nous avons eu comme immondices dans nos villes, on se rend compte que le premier problème, peut-être je le dis comme ça parce que ça pilulait dans tous les médias, c'est d'abord un problème administratif. Tout à fait. C'est d'abord un problème administratif et cela incombe à qui? À l'État. Déjà, si au niveau de l'État, on n'arrive pas à gérer ce problème administratif, ça veut dire que ça va se répercuter à tous les niveaux. Tout à fait. Et si dès qu'on part de ce problème administratif, on arrive au niveau des populations, qu'est-ce qu'on se dit? Il y a encore là un problème d'incivisme des populations. Il y a un problème d'incivisme des populations parce que aujourd'hui, on se rend compte en circulant dans nos différents quartiers que les populations n'ont même plus le sens de gérer leurs déchets. Ça veut dire, quand quelqu'un a des déchets, il ne se demande pas qu'est-ce que j'en fais pour protéger mon voisin. Vraiment. La seule chose qu'il y a à faire pour nos populations, c'est de porter et de déverser ou sur la chaussée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Là, on ne va pas accuser l'État à ce niveau. Certes, l'État a un problème et le problème qui vient en amont. Tout à fait. Mais la population perpétue le problème en se comportant de la sorte. Parce que quand nous voyons dans toutes les artères de nos villes, ce que nous avons vu il y a moins d'un mois, toutes les populations portaient leurs déchets et déversaient sur la chaussée. Ça veut dire que toutes les voies étaient réduites, les voies de 2 étaient réduites à une voie. Ça, c'est les populations. Et le problème aussi, si je reviens sur le plan urbanistique, sur mon plan à moi, tout à fait. Je dirais que il y a des causes qui sont aussi profondes parce que... Lesquelles? Oui, les causes sont profondes. L'organisation de l'espace. Nous avons ce problème-là d'organisation de l'espace parce que il y a des quartiers aujourd'hui qui sont dans des bas-fonds. Je vais prendre un exemple. Quand vous allez en Vogada, là, il y a des zones de Vogada qui sont à l'intérieur, qui sont à la lisière du Fundi. Vous voyez. Si ces populations-là, aujourd'hui, ont des déchets, ils n'ont que deux possibilités. Soit, d'après elles, les déverser dans le Fundi, et vous savez ce que ça va causer après. Des inondations. Tout à fait. Soit, deuxièmement, si elles ne peuvent pas les déverser dans le Fundi, elles vont remonter jusqu'à la voie principale et déverser sur la route. La chaussée. Qu'est-ce qui cause cela? Vous vous êtes déjà posé la question? Dites-nous. Non, ce sont des bidonvilles. Ce sont des populations qui n'ont même pas accès, qui ne peuvent même pas avoir accès à la société en charge de la collecte des déchets. Parce que le camion d'Isacam ne peut pas arriver dans ces zones-là.
Ça veut dire qu'ils ont deux possibles. Le jour où l'enfant qui a la charge de déverser les déchets, le jour où il se sent fatigué, il va mettre... Bon, on a quand même des quartiers comme Damas et Foulane où Isaac a la possibilité d'arriver, oui, mais on a vu des ordures. On revient toujours à l'aspect d'incivisme des populations. Là, je suis revenu sur le plan urbanistique. Il y a des gens, même dans ce quartier de Damas, il y a des gens qui habitent à d'autres extrémités où les voies, la route n'arrive pas forcément. Parce que quand vous circulez dans les différents quartiers, il y a certaines habitations qui ont un accès direct à la voie, mais il y a d'autres en arrière-plan qui n'en ont pas et qui sont même en contrebas. Vous voyez un peu. C'est d'abord ça, aménager l'espace. Et pour aménager l'espace, il peut avoir la volonté supérieure de le faire. Mais maintenant, est-ce que les populations accompagnent? C'est dans ça le vrai problème aussi. Il faudrait que les populations puissent accompagner l'action qui est menée, même si elle n'est pas toujours menée autant opportun. Vous voyez, mais je vous ai ramené là sur le plan urbanistique des éléments qui peuvent faire en sorte que des déchets partent d'un endroit vers un autre. C'est-à-dire soit dans les bas-fonds, soit sur la chaussée. Alors, je vous propose, Dorette et Rodrigue, si vous voulez bien, de regarder cet extrait que je vous propose. C'est l'extrait du professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025, récemment de passage dans l'émission de Valérie Ndongo, qui présente la vision qu'il a de l'urbanisation, notamment dans les principales capitales, Douala et Yaoundé. Regardez cet extrait, on se retrouve dans quelques instants. Ça, un tout petit peu, c'est parfait pour la caméra. Pour une métropole comme Douala, vous avez vu que nos villes, en fait, étouffent aujourd'hui. Premièrement, parce qu'il y a une occupation anarchique de l'espace public. C'est ce que j'appelais l'occupation des trottoirs, l'occupation même de la chaussée. Moi, j'habite du côté de Toudi. Passer au marché de Toudi, c'est la croix et la bannière, c'est juste impossible. Ah, vous habitez à Toudi? Du côté. Donc à côté... Je n'ai pas dit, j'ai dit du côté. Vous êtes voisin du voisin? C'est un voisinage un peu lointain, mais bon. Ok. Donc, deuxièmement, le transport urbain est un de nos talons d'Achille. Quand je disais qu'il faudrait que nous organisions la Coupe du Monde, c'est pourquoi? Parce que ça va nous obliger à relever notre niveau, à nous mettre à niveau pour accueillir les étrangers. Vous ne pouvez pas accueillir les étrangers à Yaoundé ou à Douala, par exemple, pour une Coupe du Monde, pour qu'ils soient sur des bensikines ou bien des taxis qui faufilent et tout cela. Donc nous devons effectivement regarder cela pour ne prendre que ces deux aspects. Mais nous devons, si nous prenons une ville comme Douala, et comme j'avais dit, nous voulons que Douala soit la métropole financière et économique, pas du Cameroun, de l'Afrique centrale et au-delà. Il faut vraiment que nous soyons un pôle. Comme Tanger, par exemple, au Maroc aujourd'hui, comme Abidjan, et encore, avec la bourse d'Abidjan, et comme Nairobi, et je ne parle pas de l'Afrique du Sud avec Jobo et d'autres. Le Cameroun doit avoir ça comme vision. Et moi, je dis, si nous prenons comme une ville comme Douala, comment la préparer pour qu'elle puisse jouer ce rôle? Je vais juste prendre un bout de Douala, c'est-à-dire la zone où passe le fleuve du Vouri. Donc voilà. Mettons que ça, c'est le Vouri qui descend. Vous avez à l'heure actuelle, ça c'est Bonabéry, et ça c'est le côté, disons, Douala, classique. Donc vous avez un pont, vous avez un pont qui passe là. Voilà. Alors, et puis, du côté de Douala, ici, vous avez Bonanjo ici, à peu près. Bonanjo ici. En allant plus loin, vous serez à Dedo, à quoi, et puis vous aurez Bonapriso un peu à côté. Mon idée, c'est de dire, il faut transformer totalement la physionomie de Douala. D'abord, un seul pont sur le Vouri, c'est dérisoire, c'est rien du tout. Il faut faire au moins 3 ponts sur le Vouri. On est obligé de les faire plutôt en haut, en aval, parce que le port occupe toute la zone qui va vers le sud. Donc, il faut au moins 2 autres ponts. Ça, même si nous avons un deuxième, parce que l'ancien pont ne fonctionne plus vraiment, donc je considère qu'il y a un grand pont sur le Vouri. Si vous avez un deuxième pont, ce pont-là peut déjà être un pont de désenclavement, de telle sorte que les véhicules qui viennent des DA, de Yaoundé et tout ça, les transporteurs, qui veulent aller à l'ouest ou dans le sud-ouest, prennent ce pont-là directement. Et vont peut-être rejoindre un échangeur ici qui va distribuer entre machins. Donc, il faut un deuxième pont. Et ce n'est pas si cher, ce n'est pas compliqué de faire un deuxième pont.
il y a aujourd'hui même des possibilités, des gens font même des ponts payants. Quand vous voyez certains ponts à Abidjan aujourd'hui, voilà, pont HKB. exactement, c'est payant. Donc on peut parfaitement concevoir cela. Et donc, ça va à la fois fluidifier la circulation sur ce pont, mais également désenclaver en termes de circulation Aqua Nord qui est complètement bouchonné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je souhaiterais que le plateau Jos soit un peu comme notre Manhattan. Et c'est pour cela que, personnellement, je pense qu'on doit fixer, il doit y avoir un coefficient d'occupation de sol, c'est-à-dire y compris la hauteur des immeubles. Moi, si j'étais en capacité de dire, il n'y aurait pas d'immeuble de moins de 15 étages là-bas. Okay. Parce que ça va être un centre financier. C'est là aussi que vous projetez votre image. Comprenez? Et ce n'est pas très vaste. Donc, il faut bien occuper l'espace là-bas. Donc, ça, c'est vraiment une zone de grands immeubles, de tours ici. Et l'autre chose, c'est que maintenant, il faut valoriser cette rive de Bonabéry, qui est moins occupée qu'ici. C'est-à-dire qu'il y a même des habitations. Mais comme ce n'est pas des habitations, souvent en matériaux définitifs ou de très grande hauteur, on peut réformer, on peut réaménager sur le plan urbanistique. Ça veut donc dire qu'on peut là aussi développer des constructions en hauteur pour qu'il y ait une liaison avec ici. Comme un deuxième centre d'affaires. Exactement, pour qu'il y ait une liaison. Parce que vous ne pouvez pas le faire ici, c'est la mangrove. Voilà, tout ceci là, c'est la mangrove. Sur le côté Bonabéry, jusqu'à la mer, c'est la mangrove. Et ici, vous pouvez continuer ici, mais malheureusement, le port s'est trop développé de ce côté-ci. Donc, on peut le faire là-bas. Mais ici, je souhaiterais qu'il y ait, bien entendu, des sièges d'entreprise, mais également pas beaucoup d'hôtels et tout. Pourquoi? Parce que j'estime que Douala ne profite pas du fleuve Ouri en termes touristiques. Donc, à mon avis, en dehors des ponts, nous devons avoir des bateaux de plaisance, des bateaux mouches et autres, sur le fleuve, qui remontent et descendent, amènent les passagers. D'autres peuvent même d'ailleurs faire des traversées. Mais je vois déjà le soir qui remontent, qui descendent, vous pouvez manger sur un bateau mouche. Tout à fait. Mais vous pouvez aussi prendre ce bateau-là pour aller ici, dans un hôtel ou un restaurant. Donc ça, c'est juste pour cette zone. Mais après, je veux prendre le chemin de fer. Malheureusement, dans notre pays, il y a quelque chose de terrible. Nous n'aimons pas notre pays. Même ici à Yaoundé, mais vous allez à Douala pareil. Vous savez que le chemin de fer traversait Douala avant. Et quand on a commencé à moderniser Douala et on a enlevé la gare de Besseke, c'est ceux qui connaissent Douala, peut-être Besseke, vers là où il y a disons la maison, la case traditionnelle, disons des chefs traditionnels. Le siège d'Ngondo. Voilà, le siège, exactement. C'est là-bas que la gare arrivait avant. Ah ouais, oui, donc on a déplacé. Mais le train qui venait de Nkonsamba, qui venait de Kumba et tout ça, là, du Mungo, voilà, traversé et passé dans la ville de Douala. Et il y avait un projet de valoriser justement cette zone où il y avait les rails. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est pour ça que je disais à mon petit là, que dans nos jeunes pays là, il faut être chef chantier. Si tu n'es pas là. Donc dès qu'on a tourné les yeux pour dire que le projet là va venir et tout, ce sont les responsables camerounais eux-mêmes qui ont vendu tous les trucs et on a enlevé les rails, vendre même aux Indiens et tout ça là. Donc maintenant, vous n'avez plus, l'espace est occupé. Ouais. Donc maintenant, si vous voulez faire ça, il faut donc exproprier. Ouais. Mais on va être obligé d'exproprier, de casser, parce que si vous voulez moderniser la ville, à un moment donné, il va falloir ouvrir ces espaces-là pour qu'ils puissent avoir, parce que mon idée, c'était justement d'utiliser ces zones-là pour faire des tramways. Pour faire des tramways, c'est-à-dire... C'est un projet dans un certain programme. Absolument. Et même le gouvernement a parlé de tramway. Je ne suis pas le premier, ce n'est pas moi qui invente. Le gouvernement a parlé de tramway depuis des années. Mais le problème, c'est que c'est comme un serpent de mer. Vous parlez de quelque chose, 10 ans, on ne voit pas, 20 ans, c'est comment? Donc, et pendant ce temps, les gens ont vendu le terrain. C'est tout occupé maintenant. Et maintenant, il faudra que l'État encore dépense l'argent pour exproprier, pour faire. Oh, on est obligé de faire. Vous ne pouvez pas régler le problème de circulation à Douala sans ouvrir des modalités de transport comme le tramway. Je dis pas tout de suite le métro, parce que le métro, le sol de Douala est très meuble, c'est-à-dire c'est sablonneux. Donc on peut toujours faire le métro, on fait même les trucs sous l'eau, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Faisons la politique de nos moyens. Faisons d'abord les transports en surface. Donc on pouvait faire le tramway, qui porte plus qu'un bus ordinaire.
Et ça, il faut le faire. Et moi, je vois bien un tramway ou un chemin de fer qui va partir donc, de Bonanjo, enfin de là, jusqu'à Japoma. Ok. Bon, si tu as ça, à partir de là, tu peux avoir des raccordements. Et voilà, bon, en gros. Maintenant, je termine juste pour Douala, pour dire que c'est un désastre pour nous. Quand vous posez, quand vous arrivez à Douala par avion le jour, s'il y a un étranger, vous avez envie d'entrer sous votre siège. Parce que vraiment, les bidonvilles, les machins que vous voyez à côté de l'aéroport, ce n'est pas possible. Des trucs dans l'eau, vers là où l'avion était tombé, là, dans la mangrove. Banga Pongo. Banga Pongo, merci. Il faut régler ça. Sans compter même les gens qui maintenant sont dans l'aéroport. Depuis des années, j'ai entendu encore le maire de Douala dire dernièrement qu'il faut qu'il enlève ça. Ouais. J'espère qu'il va y arriver. Parce que c'est la politique qui empêche ça. Ce n'est pas qu'on ne peut pas... Ce sont nous-mêmes, enfin pas nous les hommes politiques, ce sont les responsables publics qui jouent. On veut faire ceci, on va monter ensuite les gens pour qu'on dise que oh, ça veut dire... Non, c'est notre pays à nous tous. Où est-ce qu'on a déjà vu un aéroport international, le premier aéroport international du pays, avec des constructions? Vous êtes déjà allé à l'aéroport de Douala? C'est les boutiques, les bidonvilles, les baraquements, c'est là dans l'aéroport. Est-ce que nous allons vivre avec ça? Donc c'est pour cela que le fait de dire nous allons organiser les Jeux Olympiques, si ça nous était attribué avec les autres, c'est un défi qui nous est lancé en tant que Camerounais et nous devons relever ce défi. Voilà un peu ce que je peux encore développer parce qu'il y a des choses qui nous manquent cruellement dans nos grandes villes, comme les espaces verts. Regardez, une ville comme Yaoundé, qui est une ville naturellement, c'est-à-dire les arbres poussent, tu n'as pas même besoin de mettre les engrais, mon frère, c'est comment? Tu sors là, tu ne vois pas aussi les jardins où tu peux te promener avec les enfants, on s'assoit, on respire le bonheur, que c'est quoi? Comment? Alors Dorette, après avoir regardé cette démonstration du professeur Maurice Kamto, quelles sont vos impressions? Que pensez-vous de tout ce qu'il vient de démontrer? Très beau reportage avec des arguments assez fondés, avec des arguments valables, avec une pensée assez poussée concernant la façon de repenser nos villes. Oui. Je pense qu'il a, je ne veux pas dire qu'il a tout dit, mais il a dit. Il a dit quelque chose à la fin, j'ai souri, parce qu'en réalité, ça, je l'ai souvent dit, le caractère, quand on parle d'une ville. Regardons le Kenya, par exemple. Oui. Quand on parle du caractère d'une ville, on pense au paysage, l'aspect paysager. Où est l'aspect paysager du Cameroun? L'Afrique en miniature. Où est l'aspect paysager du Cameroun? Ça, c'est la question que je pose. Et il faut dire que le paysagiste est relayé au second plan. On n'en parle même pas, pourtant c'est un métier de l'heure. Je dis bien, quand on parle d'une ville, du caractère d'une ville, en réalité, ce qu'on voit, c'est d'abord le paysage. C'est ça qui donne l'attrait à une ville. Mais en réalité, il est question de repenser nos villes par la transition écologique, d'où les villes vertes, les villes durables. Et notamment, il a parlé par exemple des espaces verts qu'il faut absolument viabiliser et tout. Tout à fait. Quand vous regardez cette démonstration du professeur Kamto, Rodrigue, est-ce qu'en tant que technicien dans l'urbanisation, vous vous dites, voilà quelque chose qui peut systématiquement faire bouger les lignes au Cameroun? Exactement. Ça veut dire que ce que le professeur dit dans son interview est tellement pertinent qu'on se demanderait s'il n'est pas urbaniste. Vous savez, l'urbanisme est pluridisciplinaire parce que même les juristes entrent dans le champ de l'urbanisme. Tout à fait. Donc ça veut dire ce qu'il a schématisé en tant que projet, en tant que vision, c'est exactement des choses qui sont pensées par les techniciens et parfois même qui sont déjà programmées, planifiées. Mais on revient toujours au fait que l'État s'endort sur ses lauriers. Parce qu'il y a autant de projets. Le projet dont le professeur parlait tantôt du 3e pont sur le Vouri, c'est un projet qui a été pensé il y a déjà près de 10 ans. Vous voyez, un projet qui partirait d'Aquanor et qui aboutirait à Dibombari,
dans la zone de... J'ai oublié il y a un petit fleuve à Dibombari, ça aboutit net vers Yato, je crois bien, si je ne me trompe pas. Non, Yato, c'est dans le sud-ouest. Mais c'est à Dibombari. Oui. C'est là-bas que le troisième pont devrait aboutir. Vous voyez qu'à partir de là, tout ce qui arrive de la partie est de Douala peuvent passer par là pour aller au sud-ouest et Tout à fait. continuer vers l'ouest. Oui, ça évite les embouteillages et autres. Ça évite tellement Et les ça fait gagner en temps, oui. Ça fait gagner en temps. Et vous voyez sur la berge même du Vouré, Oui. il y a un projet qui est en cours depuis 5 ans de cela. Hein, l'aménagement des berges du Vouré. Vous voyez, c'est une voie que si elle est créée aujourd'hui, vous imaginez ce qu'elle peut apporter comme attrait sur le plan économique, sur le plan visuel et même sur le plan urbanistique. Vous voyez que ça va créer encore une nouvelle voie. C'est comme une voie de contournement qui permet de partir du pont, du pont actuel qui est aux enclavures de Dedo pour se retrouver de l'autre côté du Vouri. Oui. Vous voyez. Ce sont des projets viables. Ce sont des projets que s'ils sont mis sur pied aujourd'hui, Douala aura une autre vie, une autre réalité. C'est aussi bien sur le plan social qu'économique, vous voyez. Mais ce sont des choses qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'il y ait cette force et cette envie de la part de l'État de se battre et de faire les choses comme il le faut, quand il le faut et de la manière qu'il faudrait. Donc je pense qu'actuellement, vous voyez que ce qui manque le plus dans notre pays, c'est la volonté. Parce qu'en termes de techniciens, en termes il y en a. Seulement le professeur, quand lui, il est professeur en droit, mais vous voyez que lui déjà, il a déjà un esprit éveillé, vraiment. Qui peut déjà lui permettre de dire des choses sur le plan urbanistique, vous voyez. C'est ça ce qui manque le plus dans notre pays, c'est la volonté politique, la volonté des pouvoirs publics d'agir et d'agir au bon moment. Alors on revient toujours à ce que vous avez évoqué dès le départ, c'est-à-dire le politique qui prime sur l'aspect technique et social également. Alors, pour sortir de cet entretien, il y a un pan que je voudrais qu'on touche essentiellement, c'est le pan de l'aménagement de la voirie. Alors, que faut-il pour que les villes camerounaises soient à l'abri, par exemple, des inondations et autres éboulements de terrain qu'on a l'habitude de voir? Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Moi, je dirais, pour qu'on soit à l'abri des éboulements, on va aller étape par étape. Oui. Pour qu'on soit à l'abri des éboulements, il faudrait déjà que les zones qui sont instituées comme zones non aedificantes y soient respectées par la population. Et que les pouvoirs en place puissent respecter, puissent faire... parce que Dorette a parlé tout à l'heure d'une brigade qui aura pour rôle de contrôler ce type de zone-là. Parce que quand une zone est définie comme non aedificante, ça veut dire qu'il y a des risques, soit d'éboulement, soit d'inondation, soit. Vous voyez que dès qu'il y a une brigade qui est chargée de contrôler ce type de zone-là, et que au niveau des mairies, qu'on ne donne plus les documents pour que des gens s'y installent à n'importe quel moment, vous voyez que ça va déjà régler le problème. Déjà, interdit de s'installer dans des zones non aedificantes. Maintenant, au niveau des inondations, aussi, ça revient toujours aux populations. On a un problème. C'est que les populations, ça, ce n'est pas aussi de leur faute. C'est le problème, c'est que nous vivons dans une extrême pauvreté. Ça, il faut le dire, nous vivons dans une extrême pauvreté. Et les populations s'installent dans les lits des cours d'eau. Et dès qu'on s'installe dans le lit d'un cours d'eau, ce qui suit en aval, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Dès qu'une tierce personne s'est installée dans un lit d'un cours d'eau, vraiment, vous allez créer 1000 drains, 48 000 drains, mais dès qu'en amont, il y a un problème, ça va créer... il y aura un effet de masse en aval. Tout à fait. Vous voyez, donc il faut déjà que même ces drains, ces cours d'eau, qu'il y ait aussi une brigade qui puisse être capable dans chaque mairie ou chaque commune ou communauté urbaine de contrôler toutes ces zones stratégiques ou ces zones très très spécifiques là pour que nous n'en arrivions pas à ce type de conséquences. Et maintenant, je pense que le dernier point, c'était, vous pouvez me rappeler, c'était il y avait éboulement, inondation, et il y avait un autre point si je ne me trompe pas. Non, éboulement et inondation essentiellement. Oui, principalement, je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faudrait faire pour le moment parce que les projets sont là, les initiatives sont là. Il faudrait donc que l'État
puisse mettre en œuvre des politiques qui protègent à la fois des populations et l'environnement dans lequel nous vivons. Tout à fait. Parce que sans l'un ni l'autre, il n'y a pas de vie. D'accord. Dorette, sur la même question? Oui, sur la même question. En fait, je vais dans Le même sens que Rodrigue, oui. Et dit tout juste qu'il faille éviter, n'est-ce pas, aux populations de s'installer. Et dans ces zones-là, pourquoi pas reboiser, pratiquer beaucoup plus le reboisement et beaucoup plus favoriser des labels, des labels éco, des éco-gardes, des labels, n'est-ce pas, que ce soit même, qu'on retrouve beaucoup plus des labels dans le sens d'éviter, n'est-ce pas, des constructions dans ces différents zones. Alors, vous êtes donc d'accord avec moi pour sortir de cette émission? Est-ce qu'on est tous d'accord qu'il faut soit repenser ou bien réorganiser le système d'urbanisation au Cameroun? Comme je l'ai dit tantôt, quand je l'ai dit en début d'émission, je pense qu'on est juste dans la réorganisation. La réorganisation. Il faut réorganiser. Parce que repenser, c'est encore tout autre C'est tout chose. reprendre à C'est zéro. tout reprendre à zéro. Que pouvons-nous faire Tout à fait. en état des choses? Continuer, améliorer ce qui existe déjà aujourd'hui ce et qui mettre est en en train ordre. d'être fait de Oui. la plus belle des manières. Parce que ce qui est fait de la mauvaise manière, on doit balayer, on met de côté. Tout à Et fait. on continue ce qui est en train d'être fait. On travaille sur les acquis. Sur des bons acquis. Voilà. Et on Voilà. propulse une nouvelle vision. Une nouvelle donne pour Ouais. le développement. Vraiment, c'est important hein, parce que nous sommes dans le cadre de développement durable. Durable. Nous avons nos enfants et nos petits-enfants qui arrivent demain. Tout à Il fait. faudrait qu'on mette un cadre propice pour leur vie. Dorette? Oui, tout comme Rodrigue l'a dit tout à l'heure, il est question, n'est-ce pas, de réorganiser. Pourquoi pas repenser? Moi, je peux toujours m'arrimer à cela. À repenser, oui. Repenser, n'est-ce Oui. pas, nos villes, quitte, n'est-ce pas, donner un environnement meilleur aux générations futures. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'être venus. Ravi de vous avoir eu sur ce plateau. Merci, Omar. Beaucoup d'éléments qui montrent effectivement qu'il y a de la substance et la consistance au Cameroun. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'Africa Merci Renaissance beaucoup. TV. Oui, merci. Alors, je rappelle qu'on était en compagnie de Dorette Fening, elle est environnementaliste, et vous également, Rodrigue Kwam-Wakam, vous êtes urbaniste. Oui. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro d'Impact sur Africa Renaissance Télévision. Nous parlions aujourd'hui de la problématique de l'urbanisation. Faut-il repenser, faut-il réorganiser, faut-il réorienter? Et sur la base de tout ce qui a été développé sur ce plateau, vous pouvez personnellement tirer votre propre avis autour de la question. Surtout qu'il faut, nous également en tant que citoyens, jouer notre rôle en restant justement des citoyens modèles, en pensant que quand on verse des ordures, ça peut nuire aux voisins, et en sachant effectivement que nous devons assainir notre environnement pour vivre dans de meilleures conditions. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission, chapeautée aujourd'hui par Martial Esso une fois de plus. Merci une fois de plus de nous avoir regardés. Continuez de suivre l'actualité sur Africa Renaissance Télévision. Chaque jour, minimum, une production sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et toutes les autres plateformes qui accompagnent la visibilité de ce média. On se retrouve bientôt avec d'autres invités sur d'autres thématiques avec le même plaisir. À très vite.